Bonjour, bonjour à tous. Merci de partager ce moment avec nous. C'est une rencontre avec des femmes pratiquantes que nous vous proposons aujourd'hui. Et si cette découverte de personnalités féminines rares est possible, c'est grâce à une femme également, Martine Bachelor, enseignante zen, qui est partie chercher des réponses à ces questions auprès d'elle. Alors comment méditer en étant accaparée par son travail et par sa famille? Certaines femmes sont-elles reconnues comme étant de grands maîtres spirituels? On en parle tout de suite avec notre invitée Martine Bachelor. Martine Bachelor, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pratiquante zen dans la tradition coréenne. Vous avez vécu en Corée pendant un certain temps. Oui, ben j'ai vécu en Corée étant une nonne bouddhiste là-bas pendant 10 ans. Et à quel âge, sans indiscrétion? J'ai commencé quand j'avais 22 ans et j'ai arrêté d'être nonne, mais pas bouddhiste, quand j'avais 32 ans. Mais parce qu'il faut dire que vous avez donc vécu dans un monastère, que vous étiez nonne et qu'après, donc, vous avez choisi de revenir à la vie occidentale. C'est ça, c'est ça. Je suis tombée un peu dans le fait de devenir nonne un peu par hasard. Il y a eu beaucoup de coïncidences qui m'ont amenée à ça. Et puis aussi la même chose, mon maître est mort et puis les circonstances ont changé et j'ai décidé de revenir en Europe. Et à ce moment-là, il y avait plus de sens à revenir en tant que laïque. Mais je n'ai pas du tout laissé le chemin. Oui. Alors vous êtes rentrée donc en Europe et vous résidez en France, qui est votre pays d'origine. C'est ça, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vécu en France. Je ne suis revenue qu'il y a 2 ans, parce qu'avant j'ai vécu pendant 17 ans en Angleterre. Et donc vous enseignez un peu partout dans le monde entier, notamment la pratique de la méditation zen. En fait, moi j'ai bien sûr une formation zen, mais ce que j'enseigne, moi je me vois plutôt comme une bouddhiste, comme une enseignante du dharma. Et donc je fais un peu des complémentarités entre le zen, le vipassana et la tradition aussi un peu Theravada. Alors j'essaie de présenter un peu des différentes façons. Je ne suis pas seulement dans une tradition. Alors, est-ce que c'est justement pour montrer ce lien entre ces trois traditions du bouddhisme et aussi en parlant des femmes, évidemment, que vous avez rencontrées, que vous avez choisi de faire un livre sur des femmes de toute tradition? Oui, la raison pour laquelle j'ai fait le livre, c'est qu'en fait, moi j'avais vécu pendant 10 ans en Asie, j'ai vu des femmes extraordinaires, je reviens en Europe et personne ne connaît les femmes, les bouddhistes, les asiatiques. Et seulement les femmes américaines. Il y a eu beaucoup de livres dessus les femmes américaines, mais pas sur les femmes bouddhistes. Et en même temps, je voulais montrer que ce n'était pas si important que ça, la tradition dans laquelle on était. J'étais aussi curieuse. Est-ce que ça faisait beaucoup de différence, la pratique, la technique qu'on faisait, ou est-ce qu'en fait, il y avait quelque chose plus derrière, qui était universel? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé derrière qui était universel? Eh bien, ce que j'ai trouvé, parce que j'ai vu beaucoup de femmes, j'ai trouvé que ce qu'il y avait d'universel, c'était la vigilance, l'attention, la pleine conscience, la sagesse et la compassion, et l'éthique. Ça, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle soit, où qu'elle soit, c'était ça qui était le fil conducteur entre toutes ces femmes. Alors, vous avez rencontré beaucoup de femmes, vous avez sélectionné quelques parcours, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas les présenter tous dans un seul livre. Combien de femmes au total? Eh bien, quand j'ai commencé, j'avais l'idée d'en voir 10. Et en fait, quand j'ai voyagé, il y en a toujours qui sont apparues. J'ai rencontré des femmes extraordinaires, alors j'en ai fini avec 40. Mais je ne pouvais pas faire un livre avec 40. Alors j'ai dû en fait choisir plutôt littérairement quelles étaient les meilleures interviews, que c'était aussi que je voulais faire, parce que je voulais voir plusieurs sujets. Alors c'était plutôt quel était le meilleur interview, qui passait le mieux, et donc j'ai choisi 18. Et ça vous a demandé combien de temps tout ça? Ben, ça m'a demandé 3 ans de faire le voyage, oui, d'avoir les subventions, d'écrire le livre, de le publier. Alors, dans l'introduction, donc, et dans votre introduction, vous posez tout de suite un problème. Vous parlez des femmes pratiquantes, mères, qui travaillent. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer tout en étant mère et en travaillant beaucoup à l'extérieur? Mais bien sûr, je pense que dans un sens, il y a un danger de voir la méditation comme une activité exotique. Et donc, il faut apprendre cette activité exotique et la fourrer dans notre journée quotidienne. Mais en fait, je pense que la méditation, ce n'est pas quelque chose d'exotique, mais c'est quelque chose de très naturel. Et donc, il y a les deux aspects de la méditation.
Un qui est l'aspect où on arrête, on s'arrête, on se repose sur son être et on cultive la paix. Mais aussi, il y a la méditation que je dirais en action. Donc, d'instant en instant. Non, c'est en fait la façon dont on fait, de la façon dont on écoute, de la façon dont on agit, la façon dont on entre en relation avec les autres. Alors ça, c'est quelque chose, évidemment, que nous pouvons tous pratiquer à tout instant. Et c'est ce que vous avez aussi découvert grâce à ces femmes qui travaillent, mères, qui ont des activités multiples. Oui, c'est ça que j'ai trouvé, que je voulais montrer en fait. Je voulais montrer qu'on pouvait être une pratiquante bouddhiste de différentes façons. On pouvait être aussi bien ermite que artiste, que activité sociale, que mère, que psychothérapeute, etc. Alors, par ailleurs, vous parlez de toutes ces femmes exceptionnelles que vous avez rencontrées. On a l'air d'en entendre parler beaucoup plus facilement en Asie qu'en Europe. En tous les cas, ça c'est évident. Comment expliquez-vous ça? On trouve des grandes femmes, des femmes qui sont de grands maîtres aussi. Mais en Asie, on en trouve beaucoup. Mais je dirais aussi qu'en Europe, en Amérique, il y a aussi des grands maîtres. Mais moi, le mot de maître, de nouveau, est très exotique. On va mettre des guillemets. Voilà. Alors donc, je pense qu'il y a je dirais qu'il y a des grands enseignants. Oui. Il y a des grands enseignants femmes en Asie. Il y a aussi des grands enseignants femmes en Europe, aux États-Unis. Et de plus en plus, en fait, il y a beaucoup de livres sur ces femmes. Alors pourquoi on n'en parle pas beaucoup ici dans nos pays? Je pense que je ne sais pas pourquoi la France n'a pas l'air de faire beaucoup de choses là-dessus. Mais aux États-Unis, vous avez toute une bibliothèque de livres sur les femmes. Vous voulez dire qu'on est machiste? Je ne sais pas. On ne se prononce pas. Alors, premier exemple que j'avais choisi de façon arbitraire, évidemment, celui d'Annie Tenzin Palmo, qui parle justement de la difficulté du chemin spirituel. Eh bien, Tenzin Palmo, c'est cette fameuse nonne, parce que les gens la connaissent un peu, parce qu'elle a vécu dans cette grotte, dans les Himalayas, comme un ermite, pendant 10 ans. Et en fait, ce qu'elle nous montre à travers son voyage, son chemin, c'est qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça. Non. Mais parce que ce n'est pas facile, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Et elle, en fait, elle nous dit très clairement qu'elle-même, elle a demandé à des grands yogis, des grands maîtres spirituels, comment avait été la méditation pour eux. Et eux aussi disent la même chose. Parce qu'ils sont asiatiques, ce n'était pas plus facile. Non. Donc, dans un sens, au début, il faut s'y mettre. Et après, il faut avoir la détermination de continuer. C'est comme tout apprentissage, finalement, non? Exactement. C'est comme apprendre à être jardinier ou pianiste ou quoi que ce soit. Alors, second témoignage, celui d'Aya Kema, qui est une pratiquante qui a eu un cancer du sein. Ah oui, Aya Kema, elle est très spéciale dans un sens parce que elle a eu, moi aussi, je la connaissais depuis longtemps, puis quand je l'ai interviewée, elle m'a, dans un sens, révélé ça, mais les autres le savaient, que pendant 10 ans, elle a eu le cancer du sein, elle n'a rien fait. Parce que dans un sens, elle se disait, ben, si je meurs, si pas, pas. Et donc, il y avait ce non-attachement. Et puis, finalement, c'est devenu un peu trop douloureux, et alors, elle a dû aller à l'hôpital. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'elle raconte qu'il y a ces 2 jours où elle a failli mourir. Oui. Et elle se disait, ben, je vais mourir, ça va. Mais vous voyez tous les infirmiers, tous les docteurs qui s'agitaient, tous ses disciples qui disaient, ne meurs pas, ne meurs pas. Et elle se dit quand même, peut-être que je peux rester un peu plus longtemps. Et alors, elle s'est reprise. Et que lui a apporté la pratique du bouddhisme pour justement vivre cette expérience? Eh bien, je pense que ce que le bouddhisme lui a apporté, c'est en fait que d'abord le non-attachement, mais aussi la compassion. Parce que après qu'elle n'ait pas mouru, le fait qu'elle n'est pas morte a fait qu'elle a vu, ah, maintenant le temps que j'ai, ça va être pour les autres, parce que c'est un temps supplémentaire. Vous parlez également dans votre livre du sens de la prosternation devant le Bouddha, et la plupart des Occidentaux pensent que le Bouddha est tel un dieu, une idole, etc. Ce n'est pas le cas. Non, non, parce que Myung Sung Sunim, qui est une nonne coréenne, nous explique très bien que quand on se prosterne devant le Bouddha, ce n'est pas, on ne salue pas cette idole dorée, mais en fait, on se prosterne, on salue la nature du Bouddha qui est en nous-mêmes. Et donc, en fait, on cultive 2 choses. On cultive le respect pour soi-même, le respect de son potentiel. On se rappelle que nous aussi, on a cette puissance de devenir un Bouddha aussi. Et en même temps, par le geste physique est très important, il y a cette cultivation de la non-arrogance. Que bien qu'on puisse être un Bouddha, on est aussi un être sensible qui peut se tromper. Donc l'humilité. L'humilité et le respect.
Alors, on va parler d'un témoignage merveilleux également, celui de Yann Le Toumelin, qui est une artiste connue de certains d'entre nous. Est-ce qu'on peut dire que Yann, c'est un peu la créativité à travers la compassion, l'amour et l'ouverture aux autres, et c'est un peu la permanence de la vacuité en action dans le quotidien? Mais bien entendu, avec Yann Le Toumelin, qui est une artiste qui est dans un sens surréaliste, mais aussi magique. Elle essaie de créer la lumière en sortant la peinture. Mais en même temps, derrière, c'est pas un artiste qui est fermé, parce que souvent les artistes sont très enfermés dans leur créativité. Et en fait, avec Yann, son inspiration, c'est le bouddhisme, c'est le chemin de la vacuité, et c'est en fait dans la créativité, montrer cette vacuité, mais d'une façon qui est vivante. Ce n'est pas une vacuité qui est noire, qui est morte, qui est sans rien. C'est une vacuité qui a beaucoup d'expression. Je pense que c'est ça que Yann apporte. Et quand les gens pensent qu'elle devrait être zen et qu'il n'y a rien, en fait, elle, c'est le contraire. Et donc, ça montre que la vacuité, ce n'est pas qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est que tout dépend de toute autre chose. Et donc, c'est ce qu'elle essaie de montrer dans sa peinture. Alors, vous venez de parler justement de cette lumière qui est révélée à travers ces peintures. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on a le sentiment que ces peintures, c'est un peu une manière de montrer et de réaliser, d'actualiser toutes ces transmissions qu'elle a reçues de ses grands maîtres? Dans un sens, oui. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans l'interview avec Yann, c'est qu'elle dit, oui, les maîtres m'ont aidé en fait, à trouver mon propre maître. Donc, dans un sens, ces peintures ont été activées par les maîtres extérieurs, qui étaient les maîtres tibétains, mais en fait, ils ont activé ce qu'elle appelle l'auto-lama. Donc, ils ont activé son propre lama intérieur, son propre maître intérieur, et dans un sens, c'est ça qui est montré, développé par ces peintures. Et c'est pour ça que, en fait, j'avais choisi cet exemple pour terminer. C'est un peu le but du chemin aussi. Le but de la pratique sur le chemin, c'est arriver à trouver son propre maître intérieur. Mais ça ne se fait pas tout de suite, il faut le signaler. Hein. Mais oui, pour moi, en fait, je dirais que ça doit se faire très vite. Mais en même temps, il y a toujours l'humilité. Oui. Qu'en fait, on peut toujours apprendre. C'est très important de savoir qu'on peut toujours apprendre. Il y a toujours la sagesse qui peut se développer de plus en plus, la compassion, le chemin, la pratique. Et en même temps, il faut avoir confiance en soi. Et pour moi, c'est que ces femmes démontrent, c'est cette grande confiance en soi. Une des questions que je leur posais, que j'ai arrêté de poser très vite, c'était « Qu'est-ce qui vous inspire ?» Et elles me disaient « Moi-même ». Mais moi-même, pas dans un sens arrogant, mais dans le sens du potentiel de la nature du Bouddha. Ça, c'est fabuleux, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entendrait rarement dit par un homme. Ah, je ne sais pas. Oui, je sais que vous n'aimez pas les comparaisons. Donc, le message essentiel de ce livre, c'est ça, selon vous? Le message essentiel de ce livre, c'est la confiance en soi, bien sûr, mais le fait qu'on a la sincérité, qu'on s'éveille, qu'on est curieux à la vie, qu'on veut pratiquer le dharma, et aussi la compassion. Le fait qu'on est attentif aux autres, attentif à soi-même, qu'on cultive l'amour pour le monde. Et un plan plus personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces rencontres? À toutes ces rencontres, pour moi, je me rends compte maintenant, en fait, sur toutes ces années, quand je relis ce livre, qu'en fait, j'ai été très marquée, mais par leur présence et par leurs enseignements, et que maintenant, en fait, ce que j'enseigne, c'est beaucoup ce qu'elles disent. Mais pas parce que je l'ai appris d'elles dans un sens, mais parce qu'à travers leur présence, ça m'a marquée. Et à travers ma pratique, en fait, je découvre ce qu'elles m'ont dit. Ben, finalement, c'est le principe de l'interdépendance des êtres et des phénomènes en action. Tout à fait. Martine Batchelor, merci. Merci. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage qui nous a servi de fil rouge tout au long de cette émission, Rencontre avec des femmes remarquables, de notre invitée Martine Batchelor. Il est publié par les éditions Sully. Cet ouvrage de Sa Sainteté le Dalai Lama, Comment pratiquer le bouddhisme, est publié par Plomb. Tout ce qui n'est pas donné est perdu du père Serra, qui est publié par Desclés de Brouwer. Et on termine par ce livre de Krishnamurti, Liberté, Amour, Action, publié par les éditions Vega. Je vous rappelle que pour tout renseignement ou pour nous parler de certains thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, Sidexès. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Très, très belle journée à tous. Excellente semaine. À dimanche prochain.